Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue dans la Libre Antenne, et je profite de la présence en France cette semaine du Dalai Lama pour partager 7 de ses nombreuses leçons de vie. La première, je vous l'ai dit souvent car je l'aime beaucoup. Lorsque vous échouez, ne perdez pas la leçon. Rien de grand ne s'est accompli sans échec. Le but de la vie n'est pas que nous soyons parfaits, mais que nous devenions la meilleure version possible de nous-mêmes. Il est plus important d'être authentique qu'infaillible, et nous gagnons à écouter notre instinct. Les seules vraies erreurs sont celles que nous commettons à répétition. Les autres sont des occasions d'apprentissage. Et selon notre manière de les percevoir, elles nous accableront ou nous guideront vers le succès. Ne laissez pas alors votre fierté faire obstacle. Ce n'est pas le nombre de nos échecs qui détermine notre réussite finale, mais notre capacité à en extraire de la sagesse, puis à passer à autre chose avec une énergie nouvelle. 2. Rappelez-vous que ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Et oui, si quelque chose semble ne jamais fonctionner, comme si le destin intervenait, pensez à lâcher prise et revenez-y plus tard. L'univers agit de façon mystérieuse et doit être digne de confiance. Tout est bon car tout est utile, dans la mesure où vous savez saisir les occasions d'apprentissage qui se présentent à vous. Si vous percevez les expériences difficiles comme de mauvais présages, elles auront un impact négatif, et si vous les voyez comme des occasions de croître, vous saurez les transcender. 3. Passez un peu de temps seul chaque jour. Peu importe ce que vous faites, passez au moins 30 minutes de votre journée seul dans un endroit calme. Cela vous donnera au moins une demi-heure pour observer ce qui se passe dans votre vie, de prendre conscience de qui vous êtes et de comprendre ce que vous voulez. 4. Ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Le monde est en constante évolution, et si vous n'êtes pas ouvert au changement, alors vous serez malheureux. Vous allez vous-même changer, mais cela ne veut pas dire que vos valeurs doivent changer aussi. Accueillez les nouveaux lieux, les nouveaux visages et les nouveaux amours, mais ne changez jamais ces parties importantes de vous-même, sauf si vous avez de bonnes raisons de penser que vous aviez tort d'y croire. 5. Au moins une fois par an, allez quelque part où vous n'êtes jamais allé auparavant. Découvrez de nouveaux lieux et de nouvelles choses. Vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un quelque part qui vous rend plus heureux. 6. Rappelez-vous que la meilleure des relations est celle dans laquelle votre amour pour l'autre dépasse vos propres besoins. Si vous avez besoin de quelqu'un plus que vous l'aimez, c'est un signe de dépendance, pas d'affection. Trouvez quelqu'un où l'amour est la force dominante et dans laquelle la relation est beaucoup plus épanouissante. 7. Partagez vos connaissances. On apprend tellement dans une vie. Partagez vos connaissances avec les gens que vous rencontrez, cela ne peut que les aider. Et plus important encore, partagez vos échecs et vos expériences pour que les autres ne reproduisent pas les mêmes erreurs. Et cette 7e règle de vie, c'est celle que vous faites vivre lorsque vous témoignez dans la Libre Antenne. Quentin est là pour recevoir vos appels au 39 21, et c'est Nicolas Godet qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. Allez, 39 21, je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir Sophie. Merci de m'accueillir dans votre émission. Oui, de nouveau. Alors je précise, voilà, pour les auditeurs, il y a les fidèles, voilà, qui écoutent tous les soirs, puis il y a ceux qui prennent l'émission ce soir. Et donc on a terminé avec vous l'émission cette nuit, hier soir, la nuit de samedi à dimanche. Et vous nous aviez appelé, il nous restait, voilà, et ça c'est quelquefois le travail du direct, il nous restait quelques minutes ensemble. Vous nous avez parlé de vos difficultés à trouver une place dans la vie, et puis avant de se quitter, vous avez commencé à me parler de votre vie professionnelle en me disant voilà, j'aimerais bien continuer à vous poser quelques questions, et je vous ai donné donc rendez-vous ce soir. Donc je vous remercie parce que vous êtes au rendez-vous ce soir, Sylvie. C'est tout à fait normal, et en même temps j'ai envie d'avoir des réponses ou votre interprétation sur
ce que je vis depuis plusieurs années sur le plan professionnel, Oui. qui, à mon avis, est en lien avec mon vécu. Cette histoire de place dont vous parliez hier soir. Oui, oui, c'est tout à fait ça, cette histoire de place que j'ai toujours du mal à trouver au sein de ma famille et au travail également. Oui, alors comment ça se passe au travail justement ? Alors au travail, en fait, j'ai remarqué certaines choses. C'est que quand je travaille avec une personne, une responsable ou un responsable hiérarchique qui semble inatteignable, froid et autoritaire, j'ai des difficultés à faire confiance. Et à engager la conversation. Quand j'ai affaire au contraire à quelqu'un de plus chaleureux, là j'ai plus de facilité à rentrer en relation en fait. Et là actuellement, je travaille avec une personne qui remplace ma chef. Et qui, au départ, les choses se passaient bien, la relation s'était installée normalement, et depuis le début de l'été, les choses ont changé. Je la trouve beaucoup plus froide et mystérieuse. Et vous vous dites que c'est à cause de vous ou en partie à cause de vous ? Quelque part, il y a un peu de ça. Je me dis que je me remets souvent en question en fait. Oui, j'entends. Depuis plusieurs années, sur le plan professionnel, j'ai rencontré des difficultés, donc plutôt relationnelles que sur le plan de la fonction. liées à mes compétences. Et comme je vous disais hier soir, j'attendais parce que maintenant c'est moins le cas. J'attendais de l'autorité une certaine reconnaissance ou une validation que je n'ai pas eue dans l'enfance. Oui, vous faites bien le lien, Sylvie, c'est exactement ça. Et donc, quand j'ai affaire à quelqu'un de froid parce que je sens qu'elle a changé d'attitude à mon égard et ça me gêne. Et qu'est-ce qui vous fait penser, Sylvie, que son changement d'attitude à votre égard est lié entièrement ou en partie à vous et pas à d'autres éléments que vous ne maîtrisez pas et qui peuvent être sa vie, la façon dont elle vit son travail, autre chose. Oui, je pense qu'en même temps, elle rencontre des difficultés de son côté, professionnelles également. Et qui la fait changer, changer de comportement. Elle a un regard plus... elle a une façon de me regarder d'une manière un peu particulière, avec un regard froid. Je ne sais pas comment vous dire. Mais elle est peut-être absente d'elle-même, du coup, parce qu'un peu en souffrance. Et c'est pas forcément lié à vous, parce que là, vous en faites une affaire personnelle, comme si quelque chose avait changé. Est-ce que vous, quelque chose a changé du point de vue du travail qui pourrait expliquer qu'elle soit, on va dire, moins satisfaite de votre travail? Donc, non, je pense pas que ça soit lié à ça. C'est plus lié, en fait, avant les vacances, en fait, j'ai eu une période où j'étais plus silencieuse, plus en retrait, et c'est vrai que sur mon lieu de travail, je suis quelqu'un j'ai mis une carapace, ce qui fait que mes collègues parfois ne me comprennent pas et sont assez distants vis-à-vis de moi-même, mais en même temps, quelque part, je suis responsable puisque cette carapace-là, j'ai du mal à l'enlever en raison de difficultés précédentes, de difficultés que j'ai rencontrées. Ça peut être une protection, une carapace sur un lieu de travail. C'est pas forcément un empêchement. Ouais, et la psy me dit, dans un sens, c'est bien de la garder, cette carapace, parce que c'est une protection. Il faut en même temps, vous protéger, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, d'émotive, et je me suis toujours un peu considérée comme à part, différente, même si on l'est tous, mais il y avait quelque chose chez moi qui prédominait dans ce sens, qui me définissait en fait. Cette différence, pour moi, c'était quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Et donc, par rapport à cette personne, à cette responsable, parfois j'arrive à faire tomber un peu cette carapace et
et je la remets en fait. Je joue en permanence là-dessus et c'est un peu gênant, quoi. Alors, c'est gênant pour vous et vous pensez que du coup, c'est gênant pour elle. Oui, je pense que c'est gênant pour elle également. Et en même temps, vous savez que par ailleurs, et indépendamment de vous, elle traverse une période un peu plus délicate, vous dites, au travail, et donc qui pourrait expliquer de sa part à elle un changement d'humeur. Oui, ça pourrait être aussi parce que là, vous voyez, Sylvie, c'est que vous en faites une affaire assez personnelle et qui rejoint toute l'explication, quelque chose dont vous avez conscience, c'est-à-dire dans votre univers familial, de cette histoire de place et de non-reconnaissance et donc de ce besoin. Et souvent, vous avez raison que dans la vie professionnelle, on introduit des besoins d'ordre très privé, très très individuel, très très personnel, que sont les besoins de reconnaissance et de validation. Mais entre nous, le besoin de reconnaissance, il est éternel et très humain, et notamment au travail. On en a besoin, c'est un moteur, c'est le moteur de notre motivation. En même temps, on va dire, vous en avez peut-être encore plus besoin que d'autres. Mais moi, la question que je me pose en vous écoutant, c'est qu'est-ce qui fait qu'une jeune femme comme vous, qui se connaît bien, qui fait des liens dans son histoire, on sent que vous travaillez sur vous, vous arrivez à faire ce lien entre votre histoire d'enfance, votre histoire de place, et puis ce que vous vivez au travail, qu'est-ce qui fait, et qu'est-ce que vous faites plutôt de ce que vous connaissez bien de vous? J'ai l'impression que vous ne faites rien de cette connaissance-là, de cette conscience que vous avez de vous. Vous avez raison quelque part, c'est que des fois j'ai du mal à avancer en fait. Vous avez le pulse, vous voyez, vous avez les pièces du pulse, mais il est là et vous le regardez comme si vous étiez impuissante à faire quelque chose de ce pulse que vous avez quand même constitué, ou de votre cartographie, on va dire, personnelle. Oui, là par rapport, je vous donne un exemple par rapport à ma situation professionnelle. J'ai pris au mois de juin, rendez-vous avec une assistante sociale sur mon lieu de travail pour éventuellement faire un bilan de compétences et changer de poste. Puisque ce que je ne vous ai pas dit, c'est que en 2000, il y a plus de 10 ans, j'ai pris un congé parental, voire même plutôt 18 ans. J'ai pris un congé parental de 3 ans et en revenant sur mon lieu de travail, j'ai commencé à rencontrer des difficultés. Et ce qui fait que ce besoin de reconnaissance, cette cicatrice n'est jamais... elle ne s'est pas refermée par rapport à ce dont j'ai vécu. J'ai été un peu mise à l'écart, si je puis dire. J'ai occupé un poste, mais je n'ai pas donné satisfaction. Je me suis retrouvée sur un poste un peu de garage et j'y suis restée quelques années. Et j'ai quand même réussi à m'en défaire, mais il reste cette blessure-là. Narcissique que je n'arrive pas à... et en même temps, vous avez la clé dans la façon dont vous posez la question. Vous dites une blessure narcissique, donc d'orgueil. Ça sont des blessures qui font très mal d'ailleurs, mais qui sont très inutiles dans le sens où elles sont même pas très aidantes parce qu'elles sont des freins. C'est-à-dire que si effectivement, ça s'est pas tout à fait passé comme vous imaginiez. Je reviens à ma petite introduction de tout à l'heure. Quand on perd pas la leçon, et que l'échec, ce n'est qu'une marche de plus vers une réussite plus tard. C'est une histoire d'apprentissage. Donc, vous avez quelque chose à apprendre de ça, mais qui ne dit pas que vous êtes une personne qui n'est pas au niveau dans sa globalité. Oui, mais vous voyez, par rapport aux différentes responsables avec lesquelles j'ai travaillé, et à chaque fois, elle me ressort le même discours de négatif. Puisque en fait je suis toujours dans la même structure de travail et donc cette histoire, à mon avis, est connue.
de ces personnes-là, et à chaque fois on me resserre le même plat, et j'en ai un peu ras-le-bol. Eh ben, il faut leur dire. Oui, je comprends, Sylvie. Et ça mériterait d'être dénoncé lors d'un entretien annuel, hein, avec votre supérieur hiérarchique. Enfin, quand on vous le ressort, de dire que effectivement c'est de l'histoire ancienne et que vous demandez le bénéfice d'un trajet professionnel et d'une croissance et de nouvelles compétences, et que certes ça a eu lieu, mais qu'aujourd'hui vous estimez. C'est important au travail, et c'est là où je rejoins encore votre histoire personnelle, Sylvie. C'est ce que vous vivez au travail aujourd'hui, et pour vous typiquement une occasion de solder et de régler votre histoire familiale passée. C'est-à-dire que c'est un peu comme si votre univers de travail vous envoyait des signaux subliminaux pour vous dire mais vas-y, prends-la à ta place. Vas-y. Oui, mais en fait, les comment dire, et personne ne va vous la donner. Oui, je sais, ça, ouais. Ça vous avez bien compris. Sais, ça, ouais. je sais. Mais je veux dire, je m'épuise à montrer auprès de mes supérieurs que j'ai cette mais est-ce que vous dites, d'accord, est-ce que vous parfois, dites, je suis pas entendue. Ah oui, mais est-ce que vous dites, je m'épuise à montrer, donc à faire pour qu'on voit, mais est-ce que vous le dites, est-ce que vous le mettez en mots? Non, parce que je suis pas, on n'entend pas. Même le médecin du travail, il y a 2 ans, en fait, j'ai été arrêtée 3 mois parce que j'en pouvais plus. J'ai dû faire une sorte de burn-out, en fait, quelque chose comme ça. D'épuisement professionnel. Parce que l'épuisement, à chaque fois, je voulais montrer que j'avais les capacités, mais à chaque fois. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on vous entend pas, Sylvie? Voyez, comme on ne m'entend pas au sein de ma famille. Hein. Et c'est lié à quoi? Comment? Et ce serait lié à quoi? Ou alors, je vais vous poser la question autrement. Qu'est-ce qui vous manque pour être entendu? Qu'est-ce que vous pensez qui vous manque pour être entendu? Voyez, ou qu'est-ce qui vous fait défaut? Qu'est-ce que vous croyez que vous n'avez pas qui vous empêche d'être entendu? Oui. Je ne sais pas. Oui. Parce qu'elle est là, elle est dans cet endroit-là, la réponse. C'est que vous imaginez qu'il vous manque quelque chose, qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, qui fait que quoi que vous disiez, que vous fassiez, vous ne serez jamais entendu. Alors ça renvoie dans l'inconscient à effectivement cette place de l'aîné qui n'a pas été donnée de la naissance, de votre histoire prématurée, et de parents qui n'ont pas pu créer ce lien quand vous étiez en couveuse à l'époque. Mais ça renvoie aussi, et aujourd'hui, c'est un signe qu'il est temps que cette histoire-là doit être soldée pour que l'adulte que vous êtes puisse la prendre, cette place-là. Et qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mais ce serait intéressant de travailler, puisque j'entends que vous êtes en thérapie avec votre psy, d'aller chercher très loin, qu'est-ce que vous pensez, que vous imaginez que vous n'avez pas qui vous empêche d'être celle que vous avez envie d'être et que vous estimez pouvoir être. Et donc vous le savez que vous avez une place à prendre. C'est pour ça que ça fait souffrir. Oui, tout à fait. C'est ça qui est douloureux. Et je pense que la petite fille a besoin d'être réparée quelque part, entre guillemets. Hein. Oui. Bien sûr. Elle ne l'est pas encore. Mais c'est vous qui pouvez la réparer. C'est pas les adultes autour de vous. C'est fini. Sinon, vous entretenez de nouveau un lien de parentage dans l'univers professionnel et donc de supérieur hiérarchique. Et souvent, on emmène dans notre vie professionnelle de nouveau un peu cette séquence familiale avec des supérieurs dont on projette des parents symboliques. Et là, pour vous, c'est effectivement d'arriver à couper ce cordon pour être dans ce monde d'adultes où vous êtes une adulte parmi d'autres adultes, certes, avec des fonctions hiérarchiques différentes, mais ça ne fait pas moins de vous une adulte. Et cet adulte-là doit tendre la main au bébé. C'est même plus la petite fille, vous, c'est le bébé. Oui, mais vous voyez, j'ai eu aussi des expériences positives sur le plan professionnel, parce que j'ai travaillé un peu dans l'import-export et ça se passait bien. Eh ben, ce serait intéressant. J'avais une reconnaissance. D'accord. Et qu'est-ce qui fait, vous pensez, quels sont les éléments que vous repérez qui font que ça se passait bien là, et éléments que vous n'auriez pas aujourd'hui et qui expliqueraient que ça se passe pas bien? Oui, je les connais. Donc il y a des éléments manquants. Oui, ce que je vis actuellement, en fait, c'est que j'aime assez être autonome, mais je n'aime pas, comment dire, le fait qu'on soit toujours surcontrôlé. Oui, à vérifier. Oui. Voilà. Et c'est le cas aujourd'hui.
Voilà, depuis plusieurs années, c'est le cas. Puisque je travaille dans un service où tout est sous cloche, tout est hyper contrôlé. D'accord, donc là vous dites autre chose, c'est que l'univers dans lequel vous êtes ne vous convient plus. C'est ça. Il ne convient pas à la personne que vous êtes. Alors, la question qui va se poser pour vous, là, c'est qu'est-ce que je peux faire de ça? Est-ce que j'ai la possibilité de rebondir ailleurs, de bouger? Parce qu'on ne va pas vous arranger cette situation-là. Ben non, mais c'est pour ça que j'avais pris rendez-vous avec une assistante sociale pour éventuellement faire un bilan de compétences pour consolider mes acquis et puis éventuellement... Mais alors le problème, c'est qu'en même temps, c'est que je me dis, si je change de service dans cette structure, les choses ne changeront pas. Et changer de structure? Voilà, c'est ça. C'est recommencer à zéro. Non, je pense que j'ai pourquoi recommencer à zéro? Pas du tout. C'est faire l'expérience d'un nouvel univers, mais surtout pas à zéro. Vous êtes complètement construit dans une structure, vous avez fait un chemin, et il est peut-être temps de quitter cette structure qui correspond à une matrice à un moment donné dans votre histoire, pour grandir. On a besoin de sortir de ce qu'on appelle des zones de confort pour se mettre dans un inconfort qui nous challenge et nous permettre de croître. D'accord. Sinon, c'est un peu, vous savez, l'histoire de la grenouille qui plongeait dans une marmite d'eau. Si on allume le feu en dessous à petit feu, pendant que ça chauffe, elle est bien la grenouille, c'est sympa. Puis à un moment donné, c'est un peu trop chaud. Mais la grenouille, elle est tétanisée tellement c'est chaud dans la bassine, donc elle peut plus sauter. Mais plongez maintenant la même grenouille dans une bassine d'eau déjà très chaude, elle va sauter, elle va s'en échapper. Vous êtes dans le premier cas, vous êtes la grenouille qui est restée dans la bassine, puis l'eau s'est mise à chauffer, et maintenant, vous êtes tétanisé, et vous aimeriez bien sortir de la bassine, mais vous ne pouvez plus, il fait trop chaud, et vous avez peur, et vous ne voyez plus comment faire. Souvent que ça soit les membres de ma famille ou ses responsables me renvoient à toujours des choses négatives, en fait, sur moi. Et allez chercher un univers positif pour vous et ressourçant. Trouvez-le, c'est ça qui va vous réparer, Sylvie. C'est qu'il n'est pas écrit et donné d'emblée. Elle est peut-être là à la fin de l'histoire pour vous. C'est que ça suffit maintenant d'être dans des univers pour vous, que ce soit familiaux ou professionnels, qui vous renvoient celle que vous n'êtes pas et que vous ne voulez pas être et que manifestement vous n'êtes plus ou vous n'avez jamais été. Donc là, il y a une décision à prendre rien qu'avec vous et rien que pour vous. Et vous donner cette chance de dire j'ai des compétences et je vais aller trouver un univers, une structure qui saura les reconnaître. Et dans cette structure, je pourrais travailler en bonne intelligence avec moi-même. Et ça vaut le coup parce que sinon, vous allez somatiser, il va y avoir de nouveau des arrêts maladie, vous allez vous épuiser dans un univers qui n'est manifestement pas accueillant pour vous. Non, pas le bon. C'est ça. Plus le bon. Il l'a peut-être été par le passé, comme vous dites, dans d'autres services. Et c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, vous savez, dans les entreprises, on a une histoire de vie. Quand on y reste très longtemps, surtout dans des grands groupes ou des grandes structures, effectivement, on commence à être un peu connu, etc. Il est bon aussi, à un moment donné, adulte, de changer d'univers pour se confronter à d'autres et de faire un peu reset. Alors, vous dites repartir à zéro. Non, on repart pas à zéro. On arrive dans un nouvel univers avec les compétences qu'on a, mais l'univers est neuf et tout d'un coup, on est découvert soi-même sous un nouvel angle, un nouveau jour, et on découvre d'autres collègues, et c'est très riche, ça. Alors oui, ça fait peur, c'est vrai, mais c'est très très riche. Et c'est le changement, parce que la vie est changement. Sinon, c'est une pulsion de mort qui vous laisse dans la structure. Et puis, c'est un peu comme si vous vouliez qu'une structure qui ne vous accueille plus, un peu répare cette famille qui n'a pas été accueillante pour vous, et que vous vouliez absolument, comme si, vous accrochez à la structure, parce que si celle-là m'accueille, alors ça voudrait dire que peut-être aussi c'est la symbolique de la famille qui m'accueille. Mais là, vous vous accrochez à un moulin. Oui, effectivement. Une chimère. Ouais. Vous pensez à tout ça, Sylvie? D'accord, je vais penser à tout ça. Oui, et tenez-nous au courant alors. D'accord, très bien. Mais il est peut-être temps de prendre des nouvelles décisions pour vous. D'accord. Merci de votre appel. Beaucoup. Au revoir Sylvie. Bonsoir Laurent. Bonsoir Sophie. Je suis un petit peu stressée à l'idée de vous parler. Ouais, tout va bien se passer. Ça se passe bien en général. Alors vous êtes tout jeune Laurent, vous avez 23 ans, me dit Quentin.
C'est ça, oui, j'ai un petit peu bafouillé avec Quentin, donc je vais essayer d'être un petit peu plus clair Non, il n'y a sur pas ce de qui souci. m'arrive. En fait, voilà, j'ai toujours été très très angoissée à l'école, mais paradoxalement, j'avais toujours des notes assez excellentes, enfin, toujours dans les premiers de la classe, et au moment où j'ai passé mon baccalauréat, j'ai eu un gros moment de déprime, et puis mon papa m'a m'a reboosté, ce qui m'a permis encore d'avoir de très bonnes notes. Et voilà, ensuite j'ai été 2 années en classe préparatoire et ça s'est plutôt mal passé parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été un peu confrontée à l'échec, à une ambiance de pression vraiment assez horrible. Mais bon, j'ai pu quand même obtenir une équivalence pour aller en faculté où j'ai à peu près retrouvé une vie normale, sans stress. Et voilà, cette année, l'année dernière, j'étais en master, je devais réaliser un mémoire, et puis voilà, tout se passait bien. Oui. Et en fait, j'ai eu une réunion concernant des concours que je souhaite passer cette année. Et en revenant de cette réunion, j'étais tout seul chez moi devant mon ordinateur à travailler. Et d'un coup, vraiment une immense crise de stress, et j'en suis plus sorti en fait. C'est de l'angoisse. Comme si c'était lié à cette réunion, mais en même temps, voilà, j'étais tout le temps angoissée, j'arrivais plus à manger, je me réveillais le matin avec une boule au ventre, si vous voulez, comme si je passais le permis ou le baccalauréat tous les jours, quoi. Jours, oui. Et je me suis dit, mais est-ce que je deviens complètement fou, parce que c'est la première fois que j'arrivais plus à maîtriser ces angoisses. Donc je suis allé voir le médecin qui m'a mis sous antidépresseur. Pour vous dire, j'avais honte, parce que je me suis dit, à 23 ans, être sous antidépresseur, c'est pas très beau, quoi. Et petit à petit, j'ai réussi un peu à remonter la pente. J'ai vécu des vacances à peu près agréables. J'ai juste eu quelques journées où je revivais cette angoisse qui revenait. Et voilà, depuis 15 jours, j'ai repris les cours à la faculté, donc pour préparer les fameux concours auxquels je me destine. Parce que j'aimerais être enseignant, je vais pas dire ma vocation, mais j'ai cette idée-là depuis que je suis au collège, et là, c'est l'enfer. J'ai l'angoisse qui vous allez passer CAPES grec, c'est ça? C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, dans quelle discipline, Laurent? En histoire-géographie. En histoire-géo, d'accord. Et en fait, c'est parce que ce qui vous a mis comme ça en épuisement et en dépression, est-ce que vous pensez que c'est attribué à un épuisement, beaucoup de travail, beaucoup de stress sur quelque chose qui vous paraît un peu gigantesque pour vous, ou est-ce que c'est à un moment donné vous avez perdu le sens? Vous diriez que c'est quoi? Moi, je pense, j'essaie de m'auto-analyser, même si voilà, je suis pas professionnel, mais non, mais c'est important. Il y a eu deux choses en fait. Je me suis énormément investi dans mon travail. J'ai toujours vraiment travaillé à fond. Là, pour mon mémoire, j'étais tellement passionné par mon sujet que j'en ai fait des tonnes au point de me coucher tard. Et puis, mais parce que j'étais tellement absorbé par mon sujet, je pense que je me suis d'abord épuisé par ça. Et là, cette année, j'ai l'impression, si vous voulez, d'être devant une montagne. Je suis en bas de la montagne et je me dis, mais je peux pas en fait. Il en va presque de votre vie, quoi. C'est question de vie ou de mort presque. Enfin, j'exagère. Oui. Carrément, j'ai l'impression d'avoir c'est excessif, parce que je sais très bien, mais j'ai l'impression d'avoir le poids du monde sur mes épaules, quoi. Oui, on sent en vous que, en fait, ce qui vous a mis effectivement dans un état dépressif, c'est que vous avez monté l'enjeu très très haut, et du coup, les contours, vous êtes écrasés parce que vous montez une montagne, mais au lieu de regarder là où vous mettez les pieds, vous passez votre temps à regarder le sommet, et c'est très effrayant. Voilà. Quand on marche, il ne faut pas regarder le sommet. Ouais. Et qu'est-ce qui fait, d'après vous, Laurent, que vous êtes toujours les yeux rivés vers le sommet, alors que vous dites que vous étiez plutôt un bon élève à l'école, donc vous n'êtes pas quelqu'un qui est sous stress par rapport à un échec éventuel. Donc, qu'est-ce qui vous fait perdre vos moyens? Sincèrement, c'est l'idée de devoir, on va dire, vraiment travailler, on va dire, énormément, parce que là, je pense que vous avez peut-être eu des personnes qui ont déjà passé ce genre d'examen, mais c'est ce qu'on nous demande, mais je me dis, mais c'est impossible, on nous demande de lire 6 manuels de 400 pages, après il va falloir relire des choses, apprendre par cœur, et je sens que mon cerveau peut plus, quoi, si vous voulez, c'est comme si, on va dire, j'étais arrivé à un moment de mon existence où je pouvais plus suivre d'études, alors que pourtant
Enfin, on va dire, j'ai l'impression de m'auto-saboter, en fait. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça que j'entends, parce que votre cerveau, il peut tout à fait. C'est que là, il y a une question de méthode. En fait, vous vous noyez, vous essayez de nager. Et vous savez, quand on commence à se noyer, on nage 2 fois plus vite, ce qui n'aide pas du tout le noyé qui, du coup, se noie parce qu'il se débat. Et vous, vous débattez d'angoisse par rapport au sujet, alors qu'il y a d'autres étudiants qui vont réussir en étant plus pas à pas, plus méthodologiques. Donc, dans votre cas, il y a effectivement peut-être de regarder quelles sont vos méthodes de travail pour être beaucoup plus apaisé, parce qu'effectivement, c'est dit comme ça, tant de manuels, tant de pages, etc. C'est très effrayant, mais c'est vraiment pas après pas avec un programme, quelque chose de très carré dans vos journées. Donc ça, il y a peut-être un côté méthodologique, mais là maintenant, il y a aussi une histoire que vous vous racontez. Quand vous parlez d'auto-sabotage, vous savez, quelquefois, c'est très paradoxal dans une vie, mais quand on sent qu'on est prêt de réussir, bizarrement, on échoue. C'est-à-dire que vous dites, c'est mon désir depuis que je suis tout petit. Et le désir est tellement fort que c'est lié du coup à une angoisse d'échec aussi forte de se dire, alors si je rate ça, je rate le rêve du petit garçon et ce sera trop grave. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi, en fait, j'ai été un peu traumatisée, mais enfin, pour moi, c'est pas excessif le mot par les 2 années que j'ai passées en classe préparatoire. J'ai été vraiment, j'ai vraiment vécu ces 2 années-là parce que j'ai été confrontée pour la première fois aux échecs. Et puis la pression était tellement forte. On avait des professeurs qui nous répétaient qu'on était nuls, en fait, qu'on n'arrivera à rien dans la vie. Puis quand on vous le répète à longueur de journée, il y a un moment en fait où vous l'intégrez, quoi. Alors oui, ça vous avez raison de pointer ça, Laurent, parce que ça existe là où vous êtes, ça existe en classe préparatoire, dans les concours de médecine. Malheureusement, oui, je sais qu'il y a ce phénomène-là et c'est excessivement destructeur. Et c'est là où peut-être qu'il va falloir tenir solidement la main du petit garçon pour lui dire, viens, moi je vais t'emmener réaliser ton rêve, viens, les écoute pas. Parce que peut-être que vous êtes très sensible, Laurent, et je l'entends dans votre voix, voilà. Et donc, quand on est très sensible, on est très perméable, on est poreux, d'une certaine manière, comme une porosité. Vous voyez, on sent le chaud, on sent le froid, on sent les sourires, on sent. Et donc, tout ça, c'est un peu du poison pour vous, et que vous n'arrivez plus à créer une distance. Ça rentre trop à l'intérieur de vous. Et vous dites, oui, non, c'est vrai, ça va pas être possible. Je suis trop nulle, je vais pas y arriver, c'est trop énorme, J'ai l'impression d'être une éponge, en fait, par rapport à tout ce qu'on me dit, quoi. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui vous aiderait beaucoup, Laurent, c'est de faire de vous faire accompagner en début d'année. Alors, ça peut être soit en hypnothérapie, en sophrologie, en massage, en méditation, enfin tout ce qui va être lié au corps, pour vous réancrer et vous réancrer en vous-même, c'est-à-dire de réancrer votre projet. D'accord. Moi, je pense plutôt sophrologie ou hypnose ericksonienne parce que votre projet il est très clair et que vous êtes déstabilisé par l'environnement et que l'environnement est tel qu'il vous envahit, il vous prend la gorge et vous n'arrivez plus à faire face. C'est ça. Non, mais je me sens clairement dépassée. Enfin, voilà, moi je vais être sincère aussi avec vous. Là, en début de la semaine dernière, durant toute la journée de cours, en fait, dès qu'il y avait une pause, je sortais de la salle et j'allais pleurer parce que j'avais vraiment envie de pleurer, j'avais même des idées noires, je vais pas dire prêt à passer à l'acte, mais on va dire c'était à ce point-là, quoi. Et moi, heureusement que j'ai une famille, on va dire, je suis très très lié à mes parents, à ma sœur, mon beau-frère, etc. Et voilà, j'ai la chance d'avoir quand même un cadre de soutien, mais voilà, puis je suis très croyant aussi, donc ça m'aide. Oui, bien sûr. Mais j'aurais pas ça, je pense que j'aurais pu faire une bêtise. C'est tellement l'angoisse, on va dire, me submerge, quoi. Est-ce que vous pourriez me dire, justement, en prenant précisément ce moment-là où vous êtes sorti de cours, voilà, les larmes aux yeux et pas bien du tout, est-ce que vous vous souvenez des phrases qui tournaient en boucle dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous disiez à ce moment-là? Oui, je me disais, parce que l'angoisse me submergeait, donc je suivais le cours, mais difficilement, et je me disais, mais tu souffres tellement, mais tu vas jamais te sortir de cette souffrance. Il y a qu'une manière de mettre fin à tes angoisses, c'est de faire une bêtise, quoi. Je me disais, mais c'est horrible à dire, mais voilà. Mais alors, vous disiez pas, je vais pas y arriver, vous disiez, je souffre. C'est ça. Je souffre. D'accord, je souffre. Et je souffre de quoi? Qu'est-ce qui faisait souffrir à ce moment-là précisément, pendant le cours? C'était
l'angoisse, quoi, la sensation. Pourtant, il n'y avait pas de raison particulière parce que le cours, le professeur expliquait bien, etc. Mais c'est juste cette bouffée d'angoisse. Vous sentez une chaleur qui monte dans le dos, une sensation vraiment très très désagréable et voilà, c'est très physique. Donc, et est-ce que vous avez le sentiment que si on regarde là les premières années de fac, donc là vous arrivez en 4e, c'est ça, année, Cinquième, oui, fin de 4e, oui, c'est ça. 5e. Oui, 5e. C'est allé crescendo d'année en année, ces angoisses. Eh bien, pour être franc, donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu une période comme ça au moment du bac, en fait, parce que j'avais l'habitude d'apprendre par cœur. D'accord. L'échéance, voilà. En fait, là, il y a le concours qui approche, et tout d'un coup. Et alors, qu'est-ce que vous avez appris au moment du bac ? Est-ce qu'il y a quelque chose où vous pouvez vous souvenir qui fait que après coup vous vous êtes dit mais c'était rien. Vous voyez comment vous l'avez vécu ? Il y a donc eu cette angoisse avant et après, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, donc mon papa m'a remué, en fait, m'a un peu soufflé dans les bronches, mais pour mon bien, en me disant, parce que j'ai un papa militaire, donc on va dire ça. Oui, donc un peu carré, c'est bien quelquefois. Il vous a remis dans la réalité. Oui, ça m'a fait du bien. Pour le coup, ça. Et en fait, les angoisses, je ne sais pas pourquoi ont disparu. J'ai pu reprendre mes révisions. J'ai tout bien. Il vous a remis dans le réel, en fait, votre papa. Voilà. Il vous a reconnecté au réel. Ouais. Et malheureusement, en fait, j'ai rechuté après. En fait, avant d'entrer en classe prépa, un truc tout bête, mais vraiment tout bête. On a reçu par mail la liste des livres en fait qu'on devait lire pendant l'été. Et quand j'ai vu la liste qui était vraiment très très longue, paf, voilà. Et j'ai durant de fin juin jusqu'à début septembre, j'ai été dans l'état que je suis actuellement. Et qu'est-ce que vous pensez qui vous fait douter de vos capacités ? Parce que donc, dès qu'il se passe quelque chose, vous vous dites, en fait, ce qui se déclenche immédiatement quand vous voyez la somme de choses, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver. Donc, est-ce qu'il y a dans votre histoire d'enfance ou à un moment donné un souvenir où vous vous êtes dit, non, c'est pas possible, je vais pas avoir les capacités, ça va pas être possible pour moi? Pas particulièrement, parce que moi, c'est vrai que c'est... En fait, moi, pour être franc, quand j'étais en maternelle, on va dire, j'étais très bien, j'aimais beaucoup l'école. Et en fait, mes premières angoisses ont commencé quand j'étais en CP, en fait. On avait un instituteur, en fait, qui nous faisait une dictée un jour sur deux. Et quand on faisait des fautes, en fait, les petites filles leur tiraient les cheveux jusqu'à ce qu'elles pleurent, et les petits garçons, c'était les oreilles qui nous tiraient jusqu'à ce qu'on pleure. Et en fait, moi, j'ai commencé à stresser un jour sur deux en me disant que j'avais la dictée, quoi. D'accord. Tiens, vous avez trouvé un événement intéressant. Vous aviez déjà fait le lien, Laurent, ou vous le faites là avec moi ? Ah oui, non, j'avais déjà fait le lien, parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là précis que j'ai commencé à être stressée à l'école, en fait. D'accord. Et ça, c'est resté ancré, manifestement, avec des échéances de plus en plus importantes. C'est ça, voilà, parce que vu que en dictée, j'étais pas très bon à l'époque, du coup, voilà, c'est... Oui, donc très très lié au corps aussi. Alors, il y a des auditeurs qui envoient des messages pour vous. Alors, il y a Mandarine qui dit, est-ce que vous avez pensé à l'hypnose ? Parce qu'effectivement, c'est ce que je vous disais à l'instant, vous allez être apaisé immédiatement et capable de faire les choses de manière apaisée. Il y a Pierre qui laisse son numéro pour vous, qui dit qu'il prépare cette année le CAPES de lettres modernes et de vous accorder des pauses et de prendre confiance. Et Virginie ajoute, ma fille de 24 ans est normalienne et agrégée avec 2 concours à la clé. Le travail à plusieurs aide beaucoup. Vous y avez pensé à ça ? Oui, j'y ai un petit peu pensé, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu des difficultés, on va dire, parce que voilà, je suis très particulier dans mes centres d'intérêt. C'est vrai que j'ai toujours eu un petit peu du mal à me créer des liens, quoi, avec les gens. Alors c'est vrai que c'est pas évident, mais... oui, parce que du coup, il y a aussi quelque chose psychiquement qui est lié, là. C'est qu'en fait, vous vous enfermez, vous emmurez beaucoup en vous-même, ce qui monte les niveaux d'angoisse, bien sûr. Ah oui, absolument, oui. Ah oui, vous n'avez pas le bénéfice de pouvoir partager avec d'autres la difficulté. C'est vrai que j'en parle un petit peu, mais on va dire là, quand j'ai un petit peu expliqué la semaine dernière ce que je ressentais auprès de mes camarades de fac, ils me regardaient un peu bizarrement, parce qu'eux, ils prennent ça, on va dire, vraiment à la légère, enfin, pas à la légère, mais on va dire détendu. Oui, mais vous la portez tout seul. Et c'est un peu trop lourd. Ouais. Oui, j'ai l'impression que la croix est trop lourde pour moi, quoi, si je puis dire. Ce qui est un peu vrai. Oui. De fait, c'est vrai, vous avez raison, elle est un peu trop lourde. Mais au lieu c'est pas qu'une impression, elle est vraiment lourde, et de fait, elle est trop lourde, mais donc vous ne songez pas. Et vous voyez, là, il y a une voie de recours à la partager, à vous faire aider. C'est
ça. Je peux beaucoup parler avec mes parents et puis aussi avec les amis. Mais non, avec des jeunes qui vivent la même chose que vous, ça, ce serait important. Oui. Donc de vous entourer et la confiance que vous n'arrivez pas à vous donner, ça vous aiderait de pouvoir la donner à d'autres, pour que justement cette parole-là et ce qu'ils vivent aussi vous apaiserait et que vous découvriez que vous n'êtes pas tout seul comme ça dans cette angoisse et ce stress. D'ailleurs, il y a une auditrice qui envoie un SMS pour dire c'est difficile de préparer ces deux concours à la fois. C'est à vous de voir, la somme de travail est tellement importante. Ma fille a commencé par préparer les deux, puis a laissé tomber la prépa à Greg. Elle a eu son CAPES et a demandé une année de report. C'est bien aussi, mais c'est vrai que c'est... Là, même, on va dire, j'ai toujours été sérieux, mais là, on va dire, je vais à la bibliothèque pour essayer de travailler sur mes ouvrages, etc. Je suis tellement stressée, j'ai l'impression que je suis obligée de relire 4 fois la page. Oui, mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que là, vous perdez beaucoup d'énergie à vouloir faire ce que vous pensez que vous devriez faire ou que vous sauriez faire, si tout allait bien, mais vous ne prenez pas du tout soin de vous. Donc là, Laurent, vraiment, l'urgence pour vous, c'est d'aller... vous faire aider assez rapidement, parce que ça peut être très rapide, 1 ou 2 séances. Dès que vous êtes à la bibliothèque, parce que quand vous me dites oui, je suis plutôt quelqu'un de sérieux, vous êtes un peu coincé dans l'image du bon élève. Et du coup, vous êtes complètement sous stress en vous disant c'est pas possible. Moi qui suis un bon élève, qui ai toutes les capacités pour réussir, je suis en train de me tirer une balle dans le pied et j'y arrive pas. Et du coup, rien que ce phénomène-là monte de plusieurs points votre stress. Donc vous voyez, c'est un enchaînement un peu dramatique. Oui, voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Ouais. Et au lieu d'écouter ça et d'en prendre la mesure et de dire je stresse et ce n'est pas si grave. Et après tout, j'ai le droit. Donnez-vous le droit de stresser. Donnez-vous le droit d'avoir peur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être sérieux, intelligent, brillant. Oui, bien sûr. Et puis, tous les étudiants sont très différents et c'est pas une histoire de capacité, c'est aussi une histoire personnelle de qui on est et qu'il faut faire avec qui vous êtes. Parce que si vous allez contre vous, ça c'est de l'auto. Là, aujourd'hui, vous allez contre vous. Il est là le sabotage. Oui. Mais c'est vrai que c'est... Parce que je me suis dit... aussi, vu que, on va dire, j'avais eu ma première, on va dire, crise en avril, je me suis dit, est-ce que je reprends trop tôt par rapport à... Je me suis aussi posé toutes ces questions-là. Non, vous suivez le cours de l'année scolaire, mais en parallèle, il faut vous faire aider et accompagner. Soit en sophrologie, soit en hypnose, par le corps, en faisant des pauses, en allant un peu plus doucement là au démarrage. D'accord. Mais n'arrêtez pas tout d'un seul coup. D'accord. Et puis revoyez la méthode et entourez-vous d'autres étudiants pour vous soulager. D'accord, très bien. Bon courage à vous, Laurent. Merci de nous avoir appelés. Et tenez bon, c'est un joli projet. Merci tenez beaucoup. Bon, je crois en vous, moi. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct jusqu'à 1h du matin avec 39-21 Quentin au bout de la ligne et Nicolas Godet aux manettes. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous repartager une des 7 leçons du Dalai Lama que je vous ai donné tout à l'heure en introduction, ma préférée en fait, qui est un mantra d'ailleurs, qui dit lorsque vous échouez ne perdez pas la leçon. Le mantra dit lorsque tu perds ne perds pas la leçon. Et effectivement, n'oubliez pas que rien de grand ne s'est accompli sans échec et que le but de la vie, c'est pas que nous soyons parfaits, mais que nous devenions la meilleure version possible de nous-mêmes. Allez, on y travaille tous ensemble dans la libre antenne, 3921, vos SMS pour réagir à ce que vous entendez à l'antenne en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou un mail sur le site europe1.fr 39 21. Je suis à votre écoute. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Valérie. Bonsoir Sophie. Bienvenue.
Merci bien. Je vous remercie beaucoup. Je suis très heureuse de vous parler. Alors, je sais que vous nous appelez finalement d'assez loin vers le nord de l'Europe. Voilà, c'est Vous ça, êtes en exactement. Norvège. Oui, voilà, je vous appelle d'Oslo. Exactement. D'Oslo. Oh, ça Ouais. fait rêver quand même. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en ce moment, vous êtes plus dans la lumière à Oslo. C'est-à-dire que là, les journées ont quand même bien commencé à raccourcir. Oui. Ouais, ça y est. Maintenant, je pense qu'on en est à peu près à des durées de jours qui sont à peu près les mêmes qu'en France. Et puis là, ça va se raccourcir de plus en plus jusqu'au mois de décembre. Mais c'est vrai que la période qu'on vient de quitter était effectivement très lumineuse. Oui, oui, c'est particulier ouais, avec ces nuits très courtes et puis après ces journées très courtes. Ouais. Ouais, exactement. Et Valérie, alors qu'est-ce qui vous amène chez nous, dans le studio d'Europe 1 ? Écoutez, en fait, on est un peu en période de prise de décision avec mon mari. Bon, on en arrive au terme de cette période, puisque voilà, on doit prendre vraiment une décision définitive ce soir, justement par rapport à notre situation géographique, on va dire. En fait, on est arrivé ici il y a 4 ans. Donc, pour vous résumer un peu la situation, donc je suis mariée avec un Français. Je suis donc française aussi, donc on a 2 petites filles qui ont maintenant 6 et 8 ans. Mm-hmm. Et donc nous, on est venus là avant tout parce qu'on avait envie, voilà, d'explorer un peu une période de vie à l'étranger en famille, pour toute la richesse, voilà, à la fois culturelle et linguistique que ça peut amener. Et puis c'était aussi pour des raisons un peu éducatives, parce que c'est vrai que comme ça, dans une vision sans doute aussi un peu idéalisée, mais qui est quand même là, on avait l'impression que la manière dont on se passait l'accompagnement des enfants ici, et puis dont on pouvait vivre la parentalité, nous correspondait davantage. Ouais. Donc en fait, c'est les 2 raisons qui nous ont amenés ici. Non, effectivement, c'est vrai qu'il y a vraiment, justement, c'est ce qui nous pose un peu problème entre guillemets aujourd'hui pour refaire la route inverse. Parce que du coup, donc oui, voilà, ça fait 4 ans qu'on vit là. Bon, globalement, voilà, on a été plutôt heureux en fait de notre vie ici. Puis bon, on l'est quand même globalement toujours. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, on se posait un peu la question de est-ce qu'à un moment on allait revenir soit vers la France, soit en France. On en parle de plus en plus souvent, pour différentes raisons. Et pourquoi, en fait. Qu'est-ce qui motive le retour ? Il y a eu plusieurs choses. En fait, c'est vrai que la première, c'est sans doute, en tout cas de mon côté, nos parents qui vieillissent, en fait. Oui. Ma mère va avoir 70 ans l'an prochain, et c'est vrai que j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu un cap. Donc, c'est vrai que même si on arrive à rentrer, plusieurs fois par an, moi, ma maman a beaucoup de soucis de santé, donc en fait, elle ne peut plus prendre l'avion. Donc c'est vrai que du coup, voilà, ça limite quand même les rencontres Bien possibles. Donc ça, c'était sans doute la première raison. C'est vrai que ce qui a accéléré peut-être un peu le fait qu'on y réfléchisse, c'est aussi que depuis environ 1 an, l'entreprise dans laquelle travaille mon mari a pas mal licencié, en fait, parce qu'il est dans le secteur du pétrole, et donc du coup. La Norvège est touchée par un peu la crise du pétrole, et son entreprise du coup licencie régulièrement. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai que on finissait par se poser la question. Puis on a passé un très bel été en France, justement là cet été. Donc au retour, mon mari m'a dit c'est peut-être le bon moment pour que je commence à tâter le terrain, envoyer quelques candidatures, ne serait-ce que pour voir un peu comment ma candidature est accueillie sur le marché. Et puis il se trouve que du coup ça a été beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait, parce qu'en fait il a eu un contact positif quasiment dès le premier envoi de candidature, et il se trouve que c'est une entreprise en plus qui est tout près de chez mes parents. Donc c'est vrai qu'on a été un peu pris de court, parce qu'en fait je pense qu'on s'attendait pas à ce que ce soit aussi rapide en fait. Je pense qu'on s'était dit il va commencer à envoyer des candidatures, et puis peut-être que les choses évolueront dans l'année. Oui, mais le fait de venir de l'international, oui, ça plaît beaucoup, hein. Oui, sans doute, effectivement, même si là le poste en fait n'est pas forcément en lien avec l'international, mais sans doute qu'effectivement ça ajoute quelque chose au CV, enfin. Donc le poste lui a été proposé, et puis du coup depuis on est passé par un peu les montagnes russes au niveau émotionnel en fait. C'est-à-dire que au départ je pense que lui était très enthousiaste. Moi, c'est vrai, quand il m'a annoncé en fait que le poste lui était proposé, je me suis sentie plutôt assez
démunie, en fait, c'est le mot qui me vient. En fait, j'avais l'impression qu'alors que jusque-là, c'était assez clair que on partait vers un processus de retour vers la France, là, tout d'un coup, le fait d'être confronté à la réalité, quoi, quelque chose de très concret, et puis sans doute de manière un peu rapide par rapport au calendrier que moi j'avais en tête, ça m'a un peu déstabilisée. Qui était quoi le calendrier dans un an? Ouais. Pour moi, je pense que je m'étais dit, il va commencer à envoyer des candidatures. Exactement, il y a ça aussi. Ça. Puis là, il se trouve qu'en plus, nos filles sont dans une école, qui nous plaît beaucoup. Donc, je sais pas, ça a été un peu, ça m'a chamboulé, quoi. En fait, c'est vraiment ça. Donc, j'ai pas mal pleuré pendant plusieurs jours. Ah oui, ça c'est intéressant, Valérie. Pardonne-moi de le dire comme ça, mais oui, quand je dis intéressant, c'est qu'est-ce que ça traduit justement ces larmes? Parce que là, vous avez une indication, oui. Je pense qu'en fait, c'est toute la concentration de ce qu'il y a dans ce genre de prise de décision. Enfin, c'est-à-dire, en fait, l'image qui me vient. Moi, je travaille pas mal. Vous savez que l'enfant intérieur, le parent intérieur et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait, c'est vrai que mon enfant intérieur, il est plutôt aventureux. Donc, c'est vrai que la vie à l'étranger lui plaît beaucoup parce que du coup, c'est. Et la famille est bien là. Elle est bien. Vous êtes bien tous les 4 là-bas. Oui, globalement, oui. Enfin, c'est vrai que là, j'allais dire, c'est vrai qu'après 4 ans, en fait, finalement, on commence juste finalement à se poser un peu. Hein. On a déménagé plusieurs fois. Enfin, on a mis quand même un peu du temps à trouver notre place ici. Et puis à vous faire des amis, à avoir une vie sociale, Oui, voilà. Et puis on n'est pas encore complètement posé parce qu'on est, si nos filles sont bilingues, nous on l'est pas encore du tout complètement. Donc on est quand même toujours dans un processus d'intégration. Hein. Mais c'est vrai que disons que ça se stabilise quand même peu à peu. Donc c'est vrai que il y a une partie de moi, je pense, qui est plutôt de l'ordre de mon enfant intérieur, qui est très excitée par cette vie-là. Et par contre, j'ai l'impression, alors moi je mets plus ça vers le parent intérieur, c'est-à-dire une autre partie de moi qui me dit, oui, mais qui pense en fait à mes parents et qui me dit, oui, tes parents sont pas là, en plus, moi, ils sont pas forcément en très bonne santé, donc il va bien falloir te rapprocher. Et en fait, c'est vrai que j'ai du mal pour l'instant à réunir ces deux parties. D'accord. J'ai l'impression que ces pleurs, c'était vraiment ça, en fait. Qu'il y a un raisonnable et un raisonné, ça c'est le retour. Et puis il y a un instinct qui dit, je resterai bien, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression. Même il y a plus de désir à rester qu'à partir. Après, il y a la raison, Mais est-ce que vous diriez que ça se situe un peu là, c'est-à-dire le raisonner, le raisonnable? C'est vrai que vous me donnez dans la colonne, si on fait dans la colonne rentrée, ou retour en France, c'est effectivement l'entreprise de votre époux qui a eu des plans de licenciement, vos parents qui vieillissent, qui sont tout ça des causes raisonnées, raisonnables, et qu'on comprend, qui ont de la valeur. Mais l'instinct, le petit moment de plaisir, de quoi j'ai envie profondément, ce serait plutôt de rester. En un sens, oui, j'ai l'impression. Même si j'avoue que je trouve que c'est un peu plus complexe que ça, parce que par endroits, ça se mélange quand même un peu. Bien sûr. Mais je pense qu'en résumé, en tout cas, oui, je pense qu'il y a de ça. Et du coup, c'est vrai que oui, j'ai vraiment eu vraiment une vague d'émotions. Tout est sorti. C'est vrai que Et puis, du coup, je pense que, alors je sais pas si c'est de ce fait-là, mais du coup, mon mari, je pense qu'il a commencé à avoir des doutes. Alors lui, il était aussi, même s'il était très enthousiaste par cette opportunité, assez rapidement, ce qui a émergé, c'est que ça l'ennuyait quand même, notamment de perdre aussi pour lui et puis aussi pour nos filles, cet environnement international. Et c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'en fait, en se projetant dans un retour en France, on aurait dû y penser, mais en fait, c'est en étant dans la situation que tout ça a émergé, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à tous les détails qu'est-ce qu'on allait y perdre, qu'est-ce qu'on allait y gagner. En fait, j'ai l'impression qu'on s'est un peu, aventuré sur cette piste sans trop réfléchir, c'est beaucoup dire, mais on n'avait pas trop analysé, en fait, tous les enjeux qu'il y avait autour, quoi. C'est ça, et des éléments de la réalité. Parce que ça veut dire trouver une école bilingue pour les filles, mais ça, c'est pas évident ou c'est très cher. Exactement, à Paris, en fait. Ou en France, oui. Ouais, là en plus dans la région où est le poste, ça n'existe pas. Donc après, on a commencé à se dire après on s'est dit peut-être qu'on pourrait prendre une jeune fille au pair, mais du coup, moi j'exerce une activité indépendante, donc en arrivant en France, il va falloir que je me refasse. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Vous avez vous arrivez à avoir votre activité là-bas à Oslo, Valérie. Vous avez votre autonomie de femme.
Pour l'instant, je démarre en fait. Moi, j'ai été employée ici pendant 2 ans et donc là, ça fait environ 1 an que je me suis mise à mon compte ici. Donc en fait, c'est pareil d'un point de vue professionnel. En fait, je commence juste en fait, à avoir, un peu un réseau un peu plus important. Donc oui, donc il y a quelque chose qui est, est-ce que vous venez de dire, hein, ça y est, on a commencé à construire, à trouver un lieu de vie, votre activité. Et donc, et vos filles en pleine croissance, elles sont bien, vos filles à l'école? Vous les sentez heureuses? Oui, globalement, oui. Non, je pense que oui, elles sont heureuses, oui. Ouais. L'élément qui penche beaucoup en faveur donc du retour, c'est votre maman surtout, c'est ce que j'entends. C'est celui-là, l'élément le plus fort dans votre décision. Oui, je pense. Ouais, je pense. Vous êtes la fille unique, Valérie, ou il y a des frères et sœurs autour de vous? Non, j'ai une sœur. Elle est proche, plus âgée que moi. Et elle est proche de votre maman? Elle est pas loin? Elle est proche géographiquement. Par contre, c'est vrai qu'ils sont pas très proches. Effectivement, il n'y a pas la même complicité. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Et est-ce que vos moyens financiers, d'organisation, vous permettraient, avec l'avion, je crois que c'est des vols pas trop chers Oslo-Paris. Alors après, je sais pas où vous êtes en France, mais de dire tous les mois, alors vous voyez, je sais pas, ou c'est peut-être trop, je ne me rends pas compte, je vais voir maman. J'aimerais bien, en fait, c'est vraiment le dilemme, c'est-à-dire que nos moyens financiers actuels ne nous le permettent pas. Par contre, c'est vrai qu'on se dit avec mon mari, en fait, on pourrait avoir ça comme objectif, notamment par rapport à mon développement d'activité à moi. Oui. Ouais, d'effectivement, essayer d'augmenter en fait nos revenus. Ou est-ce que votre activité d'indépendante peut s'imaginer quelques jours par mois sur le territoire français? Je sais pas, j'essaye de créer un peu proche de votre mère pendant que, quelques jours, vous voyez, les enfants seront avec votre mari à Oslo et vous absenteriez, je sais pas, l'équivalent d'une semaine par mois. Ça, j'aimerais beaucoup. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye d'envisager. J'ai l'impression que j'ai besoin de développer des solutions un peu créatives. Oui. Mais pour l'instant, je sens que j'en suis au début. Oui, parce qu'en fait, je vais juste vous donner un processus de raisonnement. Enfin, vous voyez, Valérie, c'est que quand on est coincé et malheureux parce qu'on a un choix à faire, on raisonne souvent en ou bien. C'est ce que vous faites. Oui. Ou bien on fait ça, ou bien on fait ça. Et donc on est clivé, on est coupé en deux, et on devient très très malheureux parce qu'aucune des deux parties ne peut choisir. Et c'est exactement votre cas. Alors quand on est coincé là, on se dit il y a une façon de raisonner qui ne va pas. Il faut changer ça et rechercher les ET. C'est ok, qu'est-ce que je peux faire? Et ça. Qu'est-ce que je peux allier qui me semble aujourd'hui impossible et contradictoire? Mais peut-être, et vous avez employé le mot de créativité, peut-être qu'avec un peu de créativité, je peux être dans le et. Et moi, j'ai le sentiment, en vous écoutant, Valérie, que votre solution, elle est plus dans le et. Et je peux prendre soin de ma maman ou trouver des relais, organiser quelque chose, et on peut rester en Norvège, et mon mari peut peut-être se sécuriser, je sais pas, dans son entreprise, ou lui aussi poser des jalons, éventuellement d'autres emplois sur la Norvège peut-être, et c'est pas du coup en France. Vous voyez, c'est et à ce moment-là, c'est-à-dire toutes les raisons que vous m'avez données du retour, voir comment les intégrer dans la situation actuelle. Non, mais c'est vrai que c'est vers quoi on commençait à tendre ce soir. Mais bon, c'est vrai que ce qu'on trouve assez compliqué, c'est je pense que c'est parce qu'on a un trop grand besoin de contrôle de la situation. Oui. Mais ce qui est assez compliqué, c'est de rendre une réponse avant d'avoir trouvé des solutions créatives vraiment concrètes. Oui, mais mais Valérie, la meilleure façon de faire un choix et de bien décider dans ce genre de situation, c'est justement à un moment donné, alors ça fait très peur, de lâcher l'aspect un peu raisonné pour être à l'instinct. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je revenais sur vos larmes, parce que ça c'est de l'instinct, et que votre instinct vous dit quelque chose, et quelquefois on se dit, je ne sais pas pourquoi, vous savez, quelquefois on se dit, je sais pas pourquoi, mais je sens les choses comme ça. Et moi j'ai plus envie de vous orienter vers qu'est-ce que vous sentez, parce que le mode de raisonnement vous l'avez entièrement, et ça se vaut, et comme vous dites, on ne s'est pas projeté dans le réel, mais bon, le réel, ça va être une autre vie, forcément très différente en France. Même si vous venez de là et que vous y avez été en vacances, ça va être très différent, parce que ce que je comprends, c'est que vous allez être dans une région, c'est ça, de votre maman habite un village, ou parce que vous me dites qu'il y a pas... Oui, c'est en campagne, c'est en province, oui, tout à fait. Oui, donc ça va être assez différent pour vous comme vie que la vie à Oslo, forcément.
Oui, c'est sûr. Et puis, c'est vrai que ce qui nous fait beaucoup réfléchir aussi, c'est évidemment, les horaires. Moi, je suis pas très concernée puisque je suis indépendante. Mais par contre, ici, c'est vrai que les gens ont des horaires de travail beaucoup plus flexibles, en fait. Moi, mon mari, peut finir en gros à 15 heures s'il a besoin. C'est clair. Donc, c'est vrai que ça apporte un confort aussi de vie de famille ça va qu'on pas a un peu peur de perdre. Mais oui, ça va pas du tout être la même qualité de vie, c'est très certain. Et puis, il y a toute une richesse. Il y a Valet de Cœur qui envoie un message pour dire, moi, à vous entendre, j'ai la sensation que partir reviendrait à ne pas vivre jusqu'au bout votre aventure norvégienne et vous n'aimez pas abandonner le navire en cours de voyage. Ouais, c'est un peu vrai. Il y a quelque chose qui n'est pas fini dans votre histoire. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé jusqu'au bout, jusqu'au terme. Vous voyez, la raison du retour n'est pas on a fait le tour. La raison du retour est comme dit notre auditrice, auditeur, heureuse maman qui a une fille aussi aimante. Voilà, et c'est vrai que c'est votre cœur de fille qui parle et c'est formidable, mais il y a peut-être un moyen, alors évidemment à voir si c'est possible, de conjuguer les deux. Parce que là, vous construisez une famille, vous construisez votre avenir. Votre maman souffre beaucoup de votre éloignement. Vous avez senti ça cet été? Oui, je pense. Ouais. Maintenant, elle en parle plus. mais je pense que voilà. Est-ce que elle, je sais pas si elle est à l'aise dans les outils internet, mais faire un Skype avec elle et qu'elle voit les enfants, organiser ce genre de choses, ce serait possible? Oui, on l'utilise pas mal, mais c'est quand même tout à fait différent. Et puis, en fait, nous, nos enfants aussi sont, au départ, c'est vrai que elles étaient vraiment très demandeuses. Et puis, je pense que maintenant, c'est pareil. Les filles, souvent, notamment l'aînée qui a 8 ans, nous dit, en fait, je préfère pas les voir parce que si je les vois, j'ai envie de les toucher, je peux pas. Donc, en fait, c'est vrai que je trouve que pour les enfants, c'est pas si évident finalement. Ça dépend. Est-ce que votre maman pourrait venir et faire venir votre maman en termes budgétaires? Encore une fois, faut toujours prendre ce paramètre-là bien sûr en compte, mais est-ce que faire venir votre maman assez régulièrement à Oslo, si vous pouviez l'héberger, est-ce que elle qui travaille pas et qui s'occupe un peu des enfants, est-ce que ça c'est envisageable aussi? Est-ce qu'elle est trop âgée? Non, en fait, ils sont venus une seule fois depuis qu'on est arrivé, mais donc elle peut pas prendre l'avion. Donc en fait, ils avaient dû venir en train, en bateau, donc c'était un très beau voyage. Mais par contre, elle m'avait dit, on le refera pas parce qu'elle est rentrée complètement fatiguée. Puis, mais vous dites alors votre papa est toujours là et s'occupe d'elle? Oui, bien sûr. Ils sont ensemble, vos parents? Oui, ils sont ensemble, c'est vrai. Oui, attention Valérie, parce que moi j'étais partie sur la piste que votre maman était seule. Non, ils sont mais peut-être qu'effectivement. Vous faites non mais c'est très beau effectivement et je pense que c'est sûr que toutes les que toutes les mamans qui écoutent doivent être effectivement très touchées, mais vous êtes en pleine construction de votre vie. Qu'est-ce qui fait que vous vous inquiétez autant justement pour votre maman? Vous vous sentez coupable d'être si loin par rapport à elle alors qu'elle est ses enfants sont grands, sa fille fait sa vie, certes à Oslo, mais qu'est-ce qui se passe là pour vous? Ouais, je pense que je me sens relativement responsable. Et c'est vrai que ma mère, m'a toujours dit un peu en filigrane. En fait, moi, ma mère a toujours habité très près de ses parents à elle. Et du coup, c'est vrai que notamment quand on est parti, moi, je suis partie en fait à l'étranger beaucoup depuis mes 18 ans en fait. Et donc du coup, c'est vrai que dans les discussions, alors elle me le dit jamais comme un reproche, mais elle me dit toujours, moi j'aurais jamais pu faire ça à mes parents. Pour moi la famille c'est important, donc c'est vrai que elle me le dit pas comme un reproche. En fait, c'est plutôt quand on a des discussions comme ça informelles. Mais Valérie, ça sonne pareil. Et vous l'entendez comme ça. Or oui, c'était une autre époque, une autre génération. On n'était pas dans un monde global et globalisé. On n'était pas dans une nation-monde. Il n'y avait pas les mêmes frontières. Et vous donnez une chance extraordinaire à vos deux filles, qui est la chance d'une éducation internationale, d'un pays ouvert, où, comme vous dites, il y a une vie de famille qui est plus facilitée par l'organisation, tout simplement, des familles là-bas et du pays. Donc, c'est l'avenir, c'est devant vous. Oui, c'est sûr. Et c'est sans doute ça que je sens. Et un jour, on quitte le nid. Alors, moi, je vous sens justement très aimante, très proche de votre maman et très en soin d'elle. Et puis, elle a votre papa à ses côtés. Oui, non, c'est vrai. Et vous construisez votre vie de femme, de couple et de mère.
Oui, ça résonne beaucoup ce que vous dites, c'est vrai. Oui. Je vais garder ça en tête. Et c'est quelque chose en plus qui a du sens pour vous, alors que on fait pas sa vie adulte en fonction de ses parents, qu'on soit là pour eux évidemment, et surtout s'ils sont très âgés dans la maladie ou qui traversent une situation difficile. Évidemment, le jour où votre maman a besoin de vous, ou si il arrive quelque chose à l'un ou à l'autre, vous serez là tout de suite, évidemment. Mais de là à aller habiter à côté de chez eux alors qu'ils sont ensemble, alors vous allez renoncer à votre vie pour la leur et la sienne en particulier? C'est vrai que c'est sans doute ça que je ressentais ces derniers jours et qui me faisait justement, qui créait un peu ce clivage en moi, je sens bien, Oui, puis ça parle de quelque chose de transgénérationnel que vous d'ailleurs, vous distille votre maman, c'est moi j'ai pas fait ça. Et ça veut dire que vous, dans l'ordre des générations, vous autorisez quelque chose, vous coupez quelque chose d'un lien. Et moi, j'ai envie de vous dire tant mieux et bravo. Mais ça ennuie bien votre maman qui, elle, ne l'a pas fait, mais autre temps, autre mœurs. Et là, vous, c'est votre histoire de vie. Et ça n'a rien à voir ni avec de l'égoïsme, ni le fait de ne pas être en lien avec sa famille. C'est pas du tout de ça dont je parle. Mais que les générations et les familles, parents, enfants, tout ce petit monde soit à leur place. Je comprends. Sinon, vous rentrez dans quelque chose qui n'est pas votre vie et votre choix. Et vous allez rentrer pour des parents âgés et 5 ans, 10 ans, vous serez encore tout jeune, vos filles seront ados. Voyez, et là ce sera d'autres projets. Là vous les armez, vos filles, elles vont être tout terrain avec une enfance comme ça. C'est vrai. Nous en France on parle tellement mal l'anglais ou pas plusieurs langues, elles sont trilingues. C'est quand même pas rien si petites. Bon, super, je vous remercie, c'est vraiment un éclairage intéressant. Et j'aurais juste une dernière question. Bien sûr. C'est quelque chose de très pratique et puis c'est vrai que j'ai pensé que vous auriez peut-être une solution, mais peut-être qu'il n'en existe pas, parce qu'en fait, la difficulté qu'on a quand même, alors j'espère que ça va pouvoir se résoudre, c'est que mon mari, en fait, devait rendre réponse à... En fait, je vous ai dit, on va rendre réponse demain, mais c'est nous qui nous sommes octroyés ce droit-là, entre guillemets, parce qu'en fait, mon mari devait rendre réponse mercredi dernier, en fait, et donc en fait, sur le coup, on s'est dit, on y va, on repart. Et donc, du coup, il a donné sa réponse orale au téléphone à la personne. Et en fait, il a signé aussi, alors, comment il m'a dit que ça s'appelait, une promesse d'embauche. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas le contrat. C'est quand même un papier, qu'il a signé, en fait, et qu'il a renvoyé. Et du coup, Non, alors c'est pas du tout. C'est pas du tout comme une. Alors il faudrait voir. Relisez bien le papier qu'il a signé pour voir s'il y a quelque chose qui est lié à cette promesse, c'est-à-dire qu'est-ce qui l'engage, Parce que la promesse d'embauche qu'il a signée, elle est normalement unilatérale, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui a envoyé à votre mari la promesse qu'il allait l'embaucher pour pas qu'il revienne et qu'il n'ait pas de travail. Mais ça ne dit pas que votre mari est tenu de s'engager. C'est pas comme dans l'immobilier, si vous voulez, une promesse de vente et puis si vous arrêtez la vente, vous devez le montant de la promesse de vente. Là, c'est la promesse d'embauche pour protéger le salarié. Alors qu'il relisait quand même bien parce qu'il doit avoir le document. Mais je suis quasiment certaine. Et à ce moment-là, par contre, pour rester en bon terme... exactement, c'est la problématique, parce que c'est vrai que il est gêné, en fait, il voudrait rester en bon terme. Bien sûr. Donc, il va falloir un tout petit peu, là, d'ici demain, appeler la personne avec laquelle il était en contact, en préparant bien ses arguments et en disant qu'il a pris le temps d'en reparler avec son épouse, avec ses enfants, qu'il y a une réunion de famille, qu'il a peser le pour et le contre, qu'il était très tenté, bien entendu, et que c'est pas lié au poste, mais c'est lié à un projet de vie plus global, et que il faut qu'il vous fasse rentrer dans la boucle pour dire que il y a eu des discussions plus approfondies avec son épouse, et il avait des éléments qu'il n'avait pas quand il a pris sa décision. Et donc ils lui font changer sa décision parce que c'est une décision de couple. Et comme ça, il sera un peu plus tranquille, oui.
Ouais, et c'est quelque chose qui est entre guillemets dans le monde de l'entreprise, en fait, c'est quelque chose qui est entre guillemets courant de comme ça de se dédire, comme vous dites, ça peut tout à fait. Imaginez, parce qu'alors il y a une autre stratégie possible, mais qui est peut-être une sorte de mensonge, mais enfin, vous voyez, quelquefois il y a des stratégies dans ce monde du travail. S'il a vraiment besoin de se protéger, de garder une image, qui est de dire que son employeur actuel lui a proposé une promotion en interne et que du coup c'est plus favorable pour lui de rester en Norvège. Bon, il se peut qu'en face ça surenchérisse, mais parce que souvent ce qui se passe quand vous êtes dans ces grands groupes comme ça, dans des emplois, à un moment donné, si votre mari, je sais pas il n'a pas prévenu son employeur qu'il partait, du coup, j'espère non, pas encore. Ouf, pas voilà. Encore, non. Ça aurait été ça le plus important. Bon, mais en admettant qu'il l'ait fait et signé donc la promesse d'embauche. Mais il se peut que l'employeur actuel lui dise « Ah ben écoutez, on tient tellement à vous qu'on est prêt à revoir votre salaire ou vos conditions d'emploi ou le job pour vous garder parce qu'on tient beaucoup à vous. » Dans ce cas-là, à ce moment-là, même s'il n'y a qu'une promesse d'embauche, il dit, et ça peut être de France à France, sur le même territoire, on dit à l'employeur qui vous voulait, on lui dit « Écoutez, non, parce que finalement, je vais rester chez mon employeur actuel parce que les conditions qu'on propose sont très favorables et j'y suis bien. » Et il y a comme ça, dans des postes, à des niveaux hiérarchiques très élevés, certaines surenchères. Ça existe. Donc non, qui se sentent absolument pas piégés par ça. C'est lui qui décide de là où il veut aller. D'accord, super. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à entendre. Oui. Donc là, vraiment, c'est lui qui décide et qui se sent à l'aise. Là, on n'est pas dans un marché d'engagement de personne à personne et de gré à gré sur un plan juridique. On est sur un employeur et un employé, donc dans le cadre du travail, et il se peut tout à fait. Ça aurait été plus. Vous voyez, par exemple, il y a toujours la période d'essai, les 3 mois. Les 3 mois servent aussi à ça, à la fois côté employeur et employé, pour dire non, finalement, on va pas rester ensemble et on va se quitter. Tout à fait. Mais c'est aussi l'employé qui peut dire au bout de la fin de la période d'essai, j'ai pas envie de rester chez vous. Évidemment, aujourd'hui, avec le chemin, mais pourquoi pas? D'accord. Donc, ce sont des protections pour le salarié et la promesse qu'il a signée est une protection pour lui. Donc, il peut tout à fait se dédire et donner quelque chose qui tient debout. Et je pense que la meilleure solution, sans doute, mais c'est à y réfléchir ensemble, serait peut-être de dire que finalement, dans le poste actuel, on lui propose ou même un projet qui séduit beaucoup. Il a encore envie de rester 2 ans pour mener à terme ce projet. Oui, c'est une très bonne idée, effectivement. Voilà, et qui se donne encore 2 ans et qui se permettra de les recontacter dans 2 ans s'il revient. Voilà, il dit, il se trouve que j'ai dit à mon employeur actuel que je comptais les quitter pour rentrer en France. Et en fait, quand ils ont appris ça, ils m'ont fait une nouvelle proposition et c'est un projet vraiment que j'attendais et que j'espérais et que j'ai très envie de mener à son terme. Donc, je vais me donner encore 2 ans sur place pour mener à bien ce projet et je me permettrai de vous recontacter d'ici 2 ans. Voilà. C'est une très bonne idée. Et ça montre que c'est que c'est quelqu'un de valeur et auquel l'employeur est attaché. Donc, c'est plutôt bien pour lui. Et puis là, il y a un auditeur qui envoie un message en disant « Mon épouse et moi avons connu une situation similaire en rentrant plus rapidement que prévu de Dubaï. Je comprends les questions de votre interlocutrice, mais il convient en ces temps de crise de jouer la sécurité et d'accepter de rentrer pour repartir, lui dit. Bon. Alors, sécurité, c'est peut-être parce que vous avez dit qu'il y avait eu un plan social dans l'entreprise. C'est vrai qu'il y a eu 2 plans de licenciement en fait. Mais il est expatrié ou il est employé par une société norvégienne? Non, il est employé par une société norvégienne. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, là, il a pu échanger avec un de ses anciens responsables, du coup, là, en cette fin de semaine, qui lui a dit qu'a priori, il n'y avait pas de nouveau plan de licenciement, disons, à l'ordre du jour, et qu'en plus, lui, était entre guillemets bien noté, donc, qu'a priori, de toute façon, il ne serait pas forcément concerné s'il y avait un plan de licenciement dans les mois à venir. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toujours un petit risque, c'est sûr. Oui, mais j'avais envie aussi de vous dire un autre élément avant qu'on se quitte, Valérie, que je trouve assez rassurant, c'est que s'il a trouvé aussi rapidement en France, c'est que en admettant, et j'espère pas, mais s'il y avait le risque et que demain, dans 6 mois ou au cours d'année, il y a un plan social dont il fait partie, il retrouvera du travail en France. J'ai l'impression, dans les métiers où il est, j'ai l'impression que il a un profil intéressant en tout cas.
Oui, je pense effectivement. Voilà. Oui, là et c'était juste en fait la proximité. Ouais, voilà, là c'était juste la proximité avec mes parents, mais d'un autre côté, Valérie, j'entends bien. C'est un couple et vous allez retourner à côté de chez papa et maman avec vos deux petites filles et vous avez votre vie à construire. Hein, c'est ça, je pense attention à cette culpabilité-là que vous portez qui est pas juste. Et c'est formidable d'être comme ça, une fille formidable pour votre maman, mais que ça n'étouffe pas votre vie en construction. C'est ça. Je vais retenir ça de notre échange aussi. Oui. Très bien. Bon, bonne chance à vous et tenez-nous au courant depuis la Norvège, Valérie. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Belle soirée. Au revoir. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Mireille. Bonsoir Sophie. Écoutez, d'abord un grand merci à Quentin pour son accueil et sa chaleur. Il est vraiment adorable. Je voulais quand même le dire parce que c'est important. Mais c'est important, vous avez raison, on a vraiment une super équipe. Vous avez raison. Super équipe, c'est la vérité. C'est un grand bonheur pour moi de travailler. Ça je n'en doute pas. Ouais. Et en fait, je vous avais appelé hier parce que j'ai eu un grand coup de stress, de blues, enfin voilà, ça n'allait pas du tout. Et Quentin a eu la gentillesse de me rappeler ce soir. Mais oui. Voilà. Et en fait, voilà, c'était pour... je me pose des questions tout le temps d'ailleurs. Bon, mais je voudrais vous parler de la dernière relation que j'ai eue et que j'ai rompue il y a 3 mois. Oui. Bon, et c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'avais 22 ans. Oui. Et en fait, c'était un petit flirt à l'époque. J'ai 67 ans, alors c'était que des petits flirts. Bon, ça n'allait pas plus loin. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et il m'a recherché parce que il me l'a dit, puisqu'en fait, on s'est retrouvés vraiment quand on avait 62 ans. Et donc, il m'a recherché. Moi, je l'ai recherché. Enfin, ça n'a pas marché. Et à 62 ans, on s'est retrouvés. Bon, il faut dire on se retrouvait, c'était surtout, comment dirais-je, sur le plan amical, parce que 40 ans après... Ah oui, 40 ans après, oui, c'est ça, voilà. Après, oui, c'est incroyable. Oui. Et c'est lui qui vous a cherché. Si on se serait croisés, on ne se serait peut-être pas reconnu, mais enfin, ça c'est un autre problème. Oui. Et donc, en fait, il m'a dit, mais écoute, moi, j'ai toujours eu envie de te revoir, enfin, tout ça, il m'avait jamais oublié. Bon, moi non plus, je l'avais pas oublié. Mais bon, lui, il m'avait dit qu'il a eu un coup de foudre quand il m'a connu, enfin bon, je le crois bien, hein. Et donc, en fait, il m'a retrouvé amicalement. On habitait à 80 kilomètres. Bon. Et je le crois d'autant plus que c'est amical, c'est qu'il finissait une séance des séances de radiothérapie. Donc, il était vraiment dans un état de santé, comment dirais-je, quand même pas très bien, quoi. Il était fatigué, ça n'allait pas très bien, enfin voilà. Et donc, finalement, il y a eu un gros coup de cœur et nous avons entamé une relation, alors. Oui. Une relation difficile parce que, par rapport à... C'était quand même un début de cancer de la prostate, donc avec tout ce qui s'ensuit, toutes les complications. Mais ça, disons que c'était comme ça. On était très très amoureux et au bout de 2 ans, parce qu'il venait me voir, moi je ne pouvais pas venir le voir parce que j'avais ma mère qui était en hospitalisation à domicile. Et je suis seule, j'ai mes enfants qui ne sont pas sur place, je n'ai pas de famille, donc je m'occupais de ma mère, je vivais avec ma mère. Et donc, au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoute, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais vendre mon appartement et je vais revenir parce qu'il n'a jamais changé, lui, de coin, donc il habite dans notre ville de naissance. Oui. À tous les deux. Bon. Oui. Et donc, je lui ai dit, écoute, je vais vendre et je vais racheter dans notre ville. Donc, c'est ce que j'ai fait. Entre-temps, ma mère est décédée et je suis venue ici. En fait, finalement, à partir du moment où je suis arrivée ici, donc c'est au bout de 2 ans, on ne s'est plus entendu. Ah oui. Il a été désagréable, il m'envoyait toujours des vannes, mais en fait, comment dirais-je, je m'y attendais pas du tout, c'était pas la suite de disputes. Oui. Il me disait des choses désagréables, vous voyez, des choses, même voire méchantes, enfin bon. Et là, j'ai commencé, alors déjà que je suis arrivée, ayant perdu ma mère et ayant déménagé, il a fallu que je vende, j'étais toute seule pour mon déménagement, ça a été très dur quand même. Cette période très très dure, et je suis venue ici, donc j'ai racheté un appartement, et finalement, je me suis retrouvée avec quelqu'un, sans aucune complicité, sans
rien, zéro câlin, zéro complicité, zéro sortie. Parce que de toute façon, je ne dors plus du tout la nuit. Je m'endors que le matin. Alors ça avait le don de lui taper sur les nerfs parce que lui se lève à 3 heures du matin. Donc il aurait fallu qu'on sorte un peu le matin, mais il ne veut jamais sortir l'après-midi, il ne voulait jamais sortir le soir. Non, il fallait se coucher à 8h30. Et moi, j'ai une fâcheuse tendance à me culpabiliser, à dire il faut que je fasse des efforts. Ouais. C'est peut-être de ma faute. C'est ce que vous êtes dit. Parce que, est-ce que vous pensez éventuellement, vous me dites qu'il a été malade, et est-ce que ça aurait changé son comportement, son humeur, les traitements? Je pense qu'il doit y avoir de ça. Mais de notre côté, je me dis, il n'y a quand même pas que ça. Je me suis aperçue que c'est quelqu'un qui a toujours raison. Il ne s'excuse jamais. Il a toujours raison. Il ne veut faire que ce qu'il veut. Et moi, ma foi, je suivais, quoi. Alors, il me disait toujours, tu es fatigué, va te coucher, va dormir, tu es fatigué. Enfin, et le matin, il me disait, oh là là, tu as mauvaise mine. Et c'est vrai que je me trouvais de plus en plus mauvaise mine, d'ailleurs, en fait. Hein. Et finalement, à force comme de ça, plusieurs fois, je suis partie de chez lui, j'ai pris un taxi, je suis rentrée chez moi. Enfin, je me suis jamais habituée à mon appartement, du coup. Vous voyez? Oui, d'accord. Je me suis jamais habituée à mon appartement, j'ai pas de nouvelle vie, je connais personne. Mais oui, vous êtes complètement déraciné. Complètement. Alors, remarquez, j'ai quitté une ville que je n'aimais pas. Alors, donc, ça, c'était déjà, heureusement que, je suis dans un quartier qui est très, très agréable. Je suis à côté de la mer. Hein, c'est vraiment, je suis dans le sud, c'est vraiment un quartier qui est super sympa et tout. Mais moi, j'ai l'impression que je regarde les autres vivre là derrière ma vitre. Je suis quand même je prends quand même des antidépresseurs, des anxiolytiques et tout ça. Je regarde les autres vivre et moi, je suis comme à côté, en marge. Oui, parce que en fait, vous aviez projeté, dans le sens faire un projet, Mireille, et qui a dû être d'ailleurs une décision, j'imagine, pas si évidente que ça pour vous. Non, voilà. Non. Et que là, le fait que ça se passe tellement pas comme vous pouviez l'imaginer. Il n'y a rien qui se passe bien, rien. Ben oui, c'est que tout d'un coup, c'est comme si ça avait ouvert une grande brèche, quoi. Et vous savez, quand j'allais, parce qu'en fait, on habite à 10 kilomètres l'un de l'autre. Quand je devais aller le voir, j'avais une angoisse. J'avais l'angoisse d'aller le voir, je m'ennuie, enfin bon. Et la question que je me pose, c'est j'ai rompu, mais vous savez, ça a été une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Ah oui. Ça n'a pas été quelque chose, d'abord on ne se dispute jamais et on ne s'explique jamais. Des fois, je lui disais, il faudrait un peu qu'on parle. Oui, c'est embêtant. De quoi on parle? T'as pas besoin de... Oui, à part ça. À me parler de prix des carottes là dans le grand magasin à côté, ça il sait faire, on en dehors de ça. Je dis mais qu'on parle un peu de nous. Et si j'essayais un peu d'amorcer une conversation, il m'envoyait promener en me disant allez ça y est, tu recommences. Il faut toujours avoir l'air de ce qu'on n'est pas. Mais il n'était pas du tout comme ça avant, ou quand même un petit peu, honnêtement? Vous savez, je vais vous dire honnêtement, on était tellement jeunes. Bon. Oui, non mais d'accord, mais dans les 2 ans où vous êtes retrouvés... C'est-à-dire qu'il venait me voir, il passait une journée, ou même éventuellement de temps en temps, il passait une nuit à la maison, mais ça, il n'avait pas l'habitude, alors il a toutes ses petites habitudes, il ne faut pas le changer de ses habitudes. Bon. Et moi, par contre, non, je suis beaucoup plus... Moi, je suis... Oui, il vous aimait bien tant qu'il gardait sa petite vie. Et et ça a dérangé un peu sa vie parce qu'il s'est senti obligé de vous faire une place. Mais il m'a jamais fait de place. Mais voilà, il n'était pas du tout prêt à vous faire une place, en fait, cet homme-là. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que finalement, pour vous dire, ça paraît peut-être quelque chose d'un peu, peut-être ça va peut-être faire rire des gens, mais enfin, il m'a offert une alliance, mais une alliance traditionnelle, avec nos initiales à l'intérieur, et puis la date de nos retrouvailles. Oui. C'était quand même symbolique. Ben oui. C'est joli d'ailleurs. Et oui, et moi ça m'avait très romantique. Donc on avait tous les deux une alliance. Et bon, alors, sans être mariés, mais ça c'est pas le problème. Est-ce que vous... Heureusement d'ailleurs. Et maintenant la question que je me pose, c'est mais comment je suis mal comme ça, alors que je ne regrette absolument pas d'avoir arrêté, qu'il ne me manque pas. Je ne peux plus le supporter et je suis désespérée. Oui, parce que vous êtes désespérée par
le projet qui vous plaisait beaucoup. Ouais. Pas par lui. Vous voyez, c'est pas au même endroit, comment dire. Oui, bien sûr, c'est tout à fait plausible ce que vous racontez. C'est-à-dire d'un côté, oui, il vous manque pas, et la barbe, ça suffit, voilà. Mais le projet, c'était tellement chouette. Et d'ailleurs, quand vous citez l'alliance, vous voyez, ça va dans le projet, c'est du symbole. Hein, et cette idée venait de lui. Oui. Hein. Eh oui, parce que lui aussi, il était là-dedans. En fait, tous les deux, chacun, vous n'étiez pas, dans le réel de l'autre, dans qui est l'autre vraiment. C'était tellement joli comme histoire. Vous avez chacun eu envie d'y croire énormément. Et puis, vous avez dû être très déçus, chacun. Et donc, lui, peut-être, avant vous, d'une certaine manière, jusqu'à être désagréable avec vous. Alors, pas déçu par vous. Déçu de ne pas arriver à l'idée qu'il en avait, voyez. C'est-à-dire que ça, je le comprends pas très bien, puisqu'en fait, il faisait exactement les choses comme il les faisait avant. Oui, c'est ça. Que j'y sois ou pas. Oui, voilà. En fait, lui, ce qu'il aimait, c'était l'idée de vous, mais pas être avec vous. Ça n'a rien à voir avec la personne que vous êtes. C'est pas qu'il vous appréciait pas, mais il aimait l'idée d'avoir retrouvé son amour de jeunesse, de lui offrir une alliance. Il voulait réparer quelque chose. Il voulait reprendre l'histoire où il l'avait laissée. Peut-être d'ailleurs se rajeunir d'un seul coup avec ça. Et en fait, il y avait comme ça tout un projet. Puis vous, c'était, comme vous dites, voilà, une jolie histoire, arrêter une solitude, un compagnon de route, une complicité. Il y avait plein de choses. Donc, dans la corbeille de l'alliance, il y avait beaucoup de jolies choses. Sauf qu'il n'y avait pas la réalité. C'est-à-dire, quand je dis le réel, c'est qui on est vraiment avec les personnes que nous sommes devenus et que vous étiez chacun devenus. Et comme vous dites, lui, ses petites habitudes, ses petits machins, etc. Ah voilà, oui. Oui, c'est ça. Et alors je ne comprenais pas, je me disais mais quand même c'est pas possible. Bon, pourtant je me suis posé 1000 questions, je me suis dit je le regrette quand même pas. Oui, c'est perturbant. Oui, vous avez bien fait de vous les poser comme ça d'ailleurs ces questions. Pas du tout. Et alors c'est bien, vous faites la différence. Je dois me rendre quelques affaires et de quelques vêtements, je vous assure, je vais pas le faire parce que je n'ose pas, mais j'aurais envie de lui dire laissez-les chez le gardien, j'ai pas envie de te voir. Oui, pourquoi pas? Mais pourquoi pas, Mireille? Vous pouvez vous l'autoriser, ça. Mais j'ose pas. Pourquoi? Je trouve que ça fait un peu, quand même. Il n'a pas été sympa du tout, vous me dites avec vous. Non. Et puis alors, plus, quand on a parlé des vêtements, il m'a dit, je sais plus comment on en est arrivé, qu'il m'a dit, écoute, je sors. Alors maintenant, il sort le soir, paraît-il, paraît-il. Il sort le soir, l'après-midi, des fois, il n'est pas là. Alors qu'avec moi, on était toujours là, il me mettait devant la télé, puis moi, j'attendais, quoi. Oui, c'est très triste en fait. Moi, je comprends, Mireille, votre gros coup de blues. Je suis très en colère quand même. Oui, il y a de quoi. Bien sûr, triste et en colère. Vous savez, je me dis, alors je me retrouve ici sans repère, avec mon chat. Ah, super. Oui, j'ai mon chat, heureusement. Heureusement que j'ai mon chat. Ça, je comprends. Mais sinon, je n'ai pas de repère. Alors, ce que j'avais fait l'année dernière, mais ça n'a pas marché non plus, parce que j'étais trop fatiguée moralement, parce que je me suis inscrite dans un groupe de country. Ah, super. De danse, j'adore ça. Mais j'ai pas pu continuer parce qu'en fait, je suis pas assez attentive. Pourtant, j'étais dans l'enseignement, alors l'attention, j'en connais un rayon. Oui. Et puis, comment mais ça j'ai pas pu, j'arrivais pas, les pas ne posaient pas de problème. Alors que j'adore danser, mais je danse au feeling, quoi, si vous voulez pas. Et donc là, je connais personne pour aller danser. Moi, j'irai danser sinon, Mais j'adore danser, mais alors là, je me suis inscrite là, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, j'ai arrêté parce que ça me stressait trop. Voilà. Ah bon? Pourquoi? Parce que vous ne sentiez pas c'est-à-dire que des fois, j'avais 2-3 secondes d'inattention. C'est pas grave, ça, Mireille. Oui, mais moi, je ne l'ai pas accepté, ça. C'est dommage. Acceptez de pas être parfaite. Parce que, du coup, vous vous enlevez un plaisir. Non, parce que moi, maintenant, c'est une angoisse. Oui, c'est un plaisir. Mais ça pourra redevenir un plaisir si vous passez autre. Je vais peut-être essayer la Zumba. Mais la Zumba, ça bouge. Il y a tellement de monde qu'on ne s'occupe pas trop de moi. Oui, mais la Zumba, vous savez que c'est sacrément tonique, Mireille. Oui, mais j'étais tonique, parce que je dansais. Super. Je dansais 2 fois par semaine, j'arrêtais pas.
Ah, c'est chouette. C'était mon évasion, en fait. Moi, je voudrais, avant qu'on se quitte, Mireille, que j'aimerais bien, mais vous faites comme vous voulez, hein, c'est une suggestion, mais je trouverais ça vraiment bien pour vous, que vous le croisiez pas pour l'histoire des vêtements, parce que vous dites. Vous pensez que c'est mieux, oui. Non, oui, je dis non. Oui, dans le sens où, en fait, quand vous me dites oui, c'est pas bien, c'est pas beau, ça vous ennuie dans l'image et dans la femme que vous êtes, parce que vous êtes sympathique, bienveillante, aimante, accueillante. Donc ça va pas avec vous. Non. Mais vis-à-vis de lui, et moi je vais vous dire pourquoi je vous dis ça, je prends comme argument votre colère. Ah oui, et la colère. Mais vous savez, je suis toujours dans le contrôle, hein, toujours. Oui, c'est ce que j'entends. Or, la colère, ça signe l'impuissance quand on n'arrive pas à faire. Or, vous serez puissante en disant non, j'ai pas envie de te croiser. Sinon, ça veut dire que votre colère, elle se retourne contre vous. Ah oui. Et elle vous fait mal et elle vous fait pleurer, elle vous rend triste. Alors là, au moins, vous allez faire une action. Qui est une action de colère, hein. Je ne veux pas te voir, c'est une action de colère, mais c'est une action. Et cette action-là va vous faire du bien, parce qu'elle n'est pas bien méchante, entre guillemets, et elle est juste au regard de la façon dont il vous a traité. Oui. Et vous me dites maintenant, il prend du bon temps, il s'amuse, donc tout ça est trop juste. D'après ce qu'il dit, maintenant. Oui, mais il est assez gonflé pour vous le dire. Donc, donc pour que la relation soit juste, pour vous aussi, parce qu'il n'y a pas de raison quand même, c'est que si vous dites ce non, ça donne un cadre à votre colère, ça lui donne un canal, si vous voulez, voilà, un canal d'expression. Et ça évite qu'elle se retourne contre vous. Parce que quand vous pleurez hier soir, c'est parce que vous retournez la colère contre vous. Ah oui. Et en même temps, ça, je m'en veux, je me dis, mais franchement, tu es stupide. Mais je peux me dire que je suis stupide, c'est que j'arrive pas à me... c'est comme ça, quoi. Allô ? Oui. Je me dis que je suis stupide, je m'enverrai des gifles, mais ça change rien. Ça change. Ce qui va changer, c'est pas vis-à-vis de lui. Là, on changera rien, vous changerez rien. Mais ce qui va changer, c'est que vous allez poser un acte qui va être beaucoup plus respectueux de vous. Vous allez, en disant non, vous vous respectez. Alors qu'en faisant la femme un peu sympa, rends-moi mes vêtements, je suis là avec un bon sourire. C'est pas très respectueux de ce qui vous a fait vivre et de ce que vous avez vécu. Et vous allez vous retrouver à pleurer avec votre chat. Et ça, moi, je veux pas. D'accord. Donc ça me semble important, cette histoire de nom. Il y a Valette Cœur qui envoie un message pour vous en disant « Votre danseur a quitté la piste depuis votre rapprochement, votre ville est belle, vous aimez danser, alors virevoltez avec un autre partenaire, restez vivante, ça vous va très bien. » Ça, c'est vrai. Valette Cœur a toujours des messages particulièrement... de cœur. Des messages de cœur, on va dire. Mais Mireille, c'est vrai, continuez à danser aussi symboliquement avec votre cœur. Ne perdez pas tout le soleil qu'on entend dans votre voix. Je suis quelqu'un de jeune, de caractère. Mais oui, ça s'entend. Et je me trouve tout à fait éteinte. Eh ben non, pas tant que ça. On l'entend. Donc un non et ça repart. Allez, je vous embrasse, Mireille. Moi aussi, je vous Bonne nuit, Merci Bonne nuit, beaucoup. je vous embrasse fort. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, je vous souhaite une belle nuit, une belle semaine. Je vous laisse en compagnie de Nico Saliagas avec De quoi j'ai l'air et son invité Guillaume Canet. Et moi je vous retrouve demain dans la famille Europe 1 avec Hélène Morna. 13h15, on parlera des seniors. Allez, venez nombreux. Bonne nuit.